Bonsoir et merci de votre fidélité à LCP, l'indice politique. Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Je ne suis pas tout seul pour vous interroger ce soir parce qu'il y a du travail, beaucoup de sujets à évoquer. Elsa Mondagava, bonsoir Elsa de LCP. Bonsoir Thierry Fabre de Challenge. Bonsoir Bérangère Bond de France Info. Hugo Perchoir, Hugo Couturier, bonsoir. Hugo Perchoir, la chaîne Twitch sur LCP Assemblée Nationale. Bonsoir à toutes et tous. Voilà, et Hugo vous remontera des questions qui peuvent être à brûle pour point, qui viendront via sa communauté. Avec vous, Éric Coquerel, nous allons aussi parler du budget 2026. François Bayrou, normalement, doit donner des indications sur les coupes budgétaires d'ici mi-juillet. Nous évoquerons également la situation internationale, la guerre menée par Israël sur l'Iran, à laquelle les États-Unis se sont joints, car vous aurez à en débattre mercredi à l'Assemblée nationale. Enfin, avec l'invité qui nous rejoindra tout à l'heure, nous parlons économie. L'économie française peut-elle tenir le coup dans le contexte budgétaire et international actuel? Les retraites, François Bayrou avait donné donc 3 mois aux syndicats et au patronat pour étudier des pistes de financement nouvelles sans, avait-il dit, toucher aux 64 ans. Bon, il n'y a toujours rien qui sort pour l'instant, Éric Coquerel. Est-ce que malgré tout, vous pensez à un accord possible ou souhaitable? Non et non. Voilà. Ni possible ni souhaitable. Alors, pas possible, je pense qu'il n'y aura pas accord. On verra si les faits me donnent raison. Mais ce que j'ai vu tout à l'heure des organisations syndicales me laisse à penser que le patronat vient en gros avec quasiment rien dans la besace, en échange de quelque chose qui, pour les syndicats, serait déjà un recul. Je parle de ces syndicats qui se sont mobilisés avec les autres syndicats contre la réforme de la retraite prolongeant la durée de travail à 64 ans, c'est-à-dire valider cette réforme. Et en échange, ils espéraient certaines choses. Il n'y a quasiment rien. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que ni la CFDT, ni la CFE-CGC, ni la CFTC n'accepteront de repartir pour un plat de lentilles. Donc pour vous, on va vers un échec. Donc je pense qu'il n'y aura rien. Et s'il y a quelque chose qui serait, à mon avis, gênant pour les syndicats, mais ça sera tellement rien, tellement peu de choses en échange de la retraite de 64 ans, que ça ne réglera pas le problème. Que ce sera même gênant dans les syndicats, dites-vous. Ah, moi je pense. Mais ça, je veux dire, moi, je ne me mêle pas de l'avis des syndicats. Voilà. Oui, mais vous dites quand même, s'ils acceptent ce que propose le MEDEF, ce sera gênant. Ah oui, ça sera gênant pour eux. Je pense que, d'abord parce que là-dedans, dans toute cette histoire, je pense que le Premier ministre cherchait aussi la division syndicale. Ça a été une des forces du mouvement syndical, hein, son unité. S'il y arrivait en échange de quelques miettes, ça serait gênant. Mais j'y crois pas. Je crois pas. Je pense que les syndicats vont pas accepter ça et que donc la mascarade va cesser. La mascarade, c'était éviter la censure, alors justement, tendre au nez du gouvernement, et je pense que ça va cesser. Quel que soit effectivement le résultat, vous plaidez pour le dépôt d'une motion de censure. Est-ce que vous pensez que toute la gauche, Nouveau Front Populaire, hein, qui vous inclut, qui inclut les écologistes, les communistes et les socialistes, sera derrière? J'espère, derrière, avec nous. Nous, c'est ce qu'on va proposer. Derrière, on va écrire, je vous le dis, on va écrire sans doute dès ce soir aux 3 groupes. On l'a déjà fait, on a déjà pris des contacts, on leur écrit officiellement pour demander de signer ensemble une motion de censure pour mettre fin au nom de la non-abrogation de la réforme des retraites, qui, je rappelle, l'abrogation de la réforme des retraites a été majoritaire, certes dans un texte qui n'entraîne pas de changement, c'est une PPR, une proposition de résolution, mais le texte a été très largement majoritaire il y a quelques semaines dans la niche du groupe GDR. Donc on va le proposer. Moi, à ce stade-là, je crois qu'ils vont le faire. Je crois qu'ils vont accepter de voter cette motion de censure. Qui ça, ils? Les autres groupes de gauche. Tous, y compris les socialistes? J'ai tendance à le penser. J'ai cru comprendre qu'il y a eu un vote au niveau chez les socialistes plutôt dans ce sens-là. Alors, je sais que certains sont absolument contre parce qu'ils ont, M. Hollande notamment, après avoir été élu sous les couleurs du NFP, ce qui devrait l'engager à respecter le programme, s'est dépêché finalement d'être la béquille du gouvernement Bayrou et d'Emmanuel Macron. Donc il y a peut-être quelques-uns qui ne voudront pas le faire, mais j'ai quand même l'impression que c'est tellement gros ce qui se passe que le Parti socialiste, cette fois-ci, ne censure pas. Un mot du Rassemblement national qui, lui, a une autre stratégie. Il dit, on ne va pas censurer le gouvernement tout de suite, on attend le budget, parce que tout ça se tient. Ça se tient, les retraites, le budget. Finalement, c'est une logique aussi. Oui, enfin, c'est pas très logique. Je pense que leurs électeurs vont quand même regarder ça avec des Vous croyez que ça pourrait faire changer le point de vue du RN, là, maintenant? Je pense que la pression va être mise sur le RN et que ça va leur être difficile à expliquer que la réforme soi-disant sur laquelle ils se sont opposés, je dis soi-disant parce qu'on ne les a pas vus beaucoup dans les mobilisations. Mais dans le programme, ils étaient ils se sont opposés. Tout d'un coup, elle passe telle qu'elle, il n'y a rien en échange et que c'est ceux qui sauvent le gouvernement. Je pense que ça va être difficile. Alors peut-être voudront-ils le faire pour des raisons de crainte de dissolution. Je ne crois pas qu'elle soit là à l'ordre du jour. On en reparlera peut-être tout à l'heure. De crainte de dissolution et autres, notamment parce que Mme Le Pen ne peut pas se
représenter, mais je pense que ça sera difficile à expliquer à leurs électeurs qu'ils ont sauvé M. Bayrou s'ils ne votent pas la censure. Oui, vous aurez assez de signataires à LFI seul pour la... Parce que je crois que vous ne pouvez plus en signer de motion de censure. Enfin, en réalité, il nous en manque 14 cette semaine. Okay. On peut y aller seul la semaine prochaine. Voilà, puisqu'on a retrouvé notre quota. Et très franchement, les 14, je n'imagine pas 2 secondes qu'on ne trouve pas dans les autres groupes, parce qu'on sait déjà que le groupe GDR, les écologistes sont disposés. Y compris chez Lyot, peut-être. Comment ? Y compris chez Lyot, peut-être. Ah, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, je pense qu'il y aura une motion de censure. Non, puisqu'on rappelle, les députés peuvent signer 3 motions de censure spontanées par session. Est-ce que vous, concrètement, vous attendez que le Parti socialiste dépose une motion, ou est-ce que vous voulez être moteur ? Non, j'ai répondu, on va proposer dès ce soir aux autres groupes de gauche de poser... Sur votre texte ? Oui, mais qui sera un texte sur l'abrogation de la réforme des retraites. Bon, on pourra parler aussi du bilan du gouvernement, notamment sur l'électricité, sur on va parler de toutes choses, mais ça sera principalement sur la réforme. Est-ce que si ce conclave est un échec, comme vous le pensez, comme vous l'espérez, est-ce que vous direz aux socialistes qu'ils se sont fait avoir, et est-ce que vous leur direz qu'ils vous ont fait perdre du temps ? On leur a déjà dit. Bon, on peut le répéter, mais enfin là, en l'occurrence, mon objectif, ça va être de faire en sorte qu'ils votent la censure et qu'on arrive à censurer ce gouvernement. Vous savez, moi, à chaque fois que j'ai un objectif de censure, j'étais pas le seul, mais enfin, je m'étais fixé ça comme objectif avec le gouvernement Barnier, on est arrivé. Bon, là, c'est la même chose. On va jusqu'au bout pour essayer de censurer le gouvernement. Donc, on passera peut-être après au rappel que le Parti socialiste a largement participé à cette mascarade, parce que c'était une mascarade et qu'une partie d'entre eux le savait déjà. Et c'est quoi pour vous l'étape d'après cette censure ? On sait que le président de la République va retrouver son pouvoir de dissolution. Est-ce que vous la souhaitez, cette dissolution ? Oui, très clairement, oui. Moi, je la souhaite. Je souhaite qu'on arrive à dissoudre. Pourquoi ? Parce que je ne me fais... Dans la suite de la motion de censure. Oui. Alors, pour tout vous dire, je pense que s'il y a motion de censure cette fois-ci, ils trouveront certainement ils vont chercher une alternative à M. Bayrou. On parle beaucoup de M. Lecornu. Je pense qu'ils vont essayer de chercher ça. D'ailleurs, j'ai cru comprendre, mais en lisant la presse, que même chez les macronistes, le fait que M. Bayrou soit censuré, tout le monde ne pleurerait pas beaucoup tellement... Sur son sort. Voilà, j'ai cru voir ça. Donc je pense qu'ils chercheront une solution alternative. Solution alternative, dans ces cas-là, ira jusqu'au budget. Et là, on reviendra au budget, parce que je pense qu'ils ne seront pas sortis de l'auberge. Et que là, s'il y avait une motion de censure au budget, quel que soit le gouvernement, là, je pense qu'il y a une chance de dissolution. Je dis chance parce que je pense que le peuple est toujours la solution. Et qu'on ne peut pas rester dans cette situation où un gouvernement illégitime, minoritaire, a été mis en place grâce à M. Macron en juillet dernier, et que du coup, tout est bloqué, aucune politique n'ose faire. S'il y a une dissolution, ce sera peut-être exactement les mêmes résultats, en fait, avec peut-être le RN qui gagne 20 députés, vous pouvez en perdre une dizaine, ça ne changera pas forcément une stabilité. Où on aura plus de voix, au contraire, du côté des groupes de gauche, et notamment LFI. Ce n'était pas vraiment ce qui était prévu, je vous rappelle, à 19h55, dans les sondages le 7 juillet, tous les médias donnaient le RN en tête. Derrière la dissolution, vous souhaitez la démission du président de la République, l'acculer à la démission ? Je pense que ça serait une suite logique politique. Ça fait longtemps qu'on l'a dit. Parce que c'est lui le responsable de la situation, c'est lui qui a décidé la dissolution, c'est lui qui a perdu 2 fois l'élection européenne. L'ascension de M. Barnier, on peut dire, mais on va dire aussi le bilan économique, et que quelque part, c'est lui qui a mis le pays dans la situation où il est, en ne respectant pas le suffrage universel. Donc c'est clair qu'il devrait être mis en question, et puis sa gestion, on va en parler tout à l'heure, de la crise internationale, permettrait aussi de le légitimer. Mais vous savez que souvent, c'est le Premier ministre qui sert de fusible. Oui, vu l'engagement de François Bayrou dans cette affaire de conclave, si ça échoue, est-ce que c'est pas son départ que vous demandez tout de suite ? Ah si, bien sûr. Vous demandez si on veut censurer le gouvernement, c'est un départ, bien évidemment. Non, mais pas forcément, il peut être nommé, vous savez. Oui, mais ça, j'y crois pas. Bon, est-ce que vous souhaitez le départ, la démission de François Bayrou, même spontané, C'est pas lui, c'est que ce gouvernement... Rendez-vous compte que ce gouvernement, la semaine dernière, sur les textes qu'il a lui-même proposés ou soutenus, parce que c'est... soit compte sur le RN pour arriver à le passer tellement ils n'ont plus personne, y compris qui vient à l'Assemblée, soit vote des amendements inspirés par le RN. On va en parler sur l'électricité tout à l'heure. Donc ce gouvernement, il va dans le mur, il emmène le pays dans le mur. Donc il faut arrêter avec ça. Est-ce que vous ne reconnaissez pas quand même une certaine vertu au process qui est le conclave, qui est salué par les syndicats avant, évidemment, de connaître le résultat final, mais certains syndicats sur le fait que autrefois ça avait lieu au MEDEF, ce genre de choses-là, c'était en terrain neutre, enfin, au ministère, avec un pilote de négociation qui a plutôt fait l'unanimité. Est-ce que sur la méthode, il n'y a pas quelque chose qui a été trouvé et qu'il faudrait garder, oui. Une méthode qui veut qu'un texte est passé en force à l'Assemblée,
À chaque fois, on évite de voter. Non, mais on est dans l'après, là. Mais non, mais moi, je suis encore où je veux, en l'occurrence. Oui. Donc la méthode, c'est un projet de loi qui a été imposé à l'Assemblée nationale, sans vote, par 49-3. À chaque fois qu'il a failli y avoir un vote, rappelez-vous qu'on l'avait proposé dans notre niche, on avait proposé l'abrogation, le bloc gouvernemental nous a fait une d'obstruction toute la journée. Je dis ça parce que c'est eux qui disent qu'on fait de l'obstruction. Eux, ils ont établi tous les records. Là, maintenant, il y a une PPR qui montre que ça n'a toujours aucune légitimité. Donc, la vraie méthode, ça serait à minima un référendum pour demander aux Français ce qu'ils en pensent, si vous voulez être démocratique. Ça serait une méthode. Et sinon, de retirer ce projet. Toute méthode, j'allais dire, on essaye de jouer, de diviser les syndicats, d'essayer de trouver, franchement, c'est pas correct. Le paritarisme, c'est pas un truc que vous êtes plus attaché que ça. Non, mais c'était ça, l'ambition du conclave. D'accord. Je vous rappelle que là, Force ouvrière n'est pas là, la CGT n'est pas là, les organisations syndicales importantes ne sont pas là. Les organisations qui sont restées aujourd'hui, regardez le bilan de ce qui va être tiré. Donc, la méthode, eh bien, elle va être sanctionnée ce soir, vous allez le voir, par un échec de M. Bayrou. Thierry, on va revenir sur le fond. Vous dites la méthode, il faudrait savoir évidemment le résultat. Vous parlez d'un plat de lentilles. On ne sait pas exactement ce qu'on va obtenir les syndicats, mais moi je note la déclaration de M. Ricordeau, le négociateur de la CFDT, qui parle d'avancées importantes sur la pénibilité. C'est-à-dire que peut-être... C'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc, il y a 24 heures, il parlait. On ne sait pas ce qui va sortir, mais en tout cas, il y a 24 heures, il parlait d'avancées importantes. Simplement, ma question, c'est si finalement des milliers de personnes, à l'issue de ce conclave, peuvent partir plus tôt, parce que c'est ça qui était en négociation, est-ce que vous applaudirez, ne serait-ce qu'en partie, en disant que ça peut faire avancer les choses? Non, je vais faire du si, mais excusez-moi, j'aime bien citer les choses. Vous me dites, la CFDT trouvait que ça avançait. Yvan Ricordeau, cet après-midi, il parle de la pénibilité. Ce que le MEDEF veut mettre sur la table, c'est du réchauffé. Donc mais ça, c'est le jeu de la négociation. Mais non, c'est pas le jeu. C'est-à-dire jusqu'au dernier moment, ils vont se bagarrer. Écoutez, on fera les paris, vous verrez que ça ne sera pas le cas. Bon. Parce que le MEDEF ne veut rien lâcher. Mais s'il y avait des avancées sur la pénibilité, est-ce que vous diriez, comme dit Thierry, on prend. Déjà, ce qui était éventuellement prévu à certains moments, c'était parce que M. Martin disait que certains éligibles ne pourraient ne pas en bénéficier. Ils commençaient à prendre d'un côté et de l'autre. Donc en réalité, il ne restait plus grand-chose. Moi, je suis les négociations. Je suis, par exemple, une des seules avancées, encore, ça ne sera pas pour toutes les femmes, c'est sur le fait qu'on calculera la moyenne sur les 24 dernières années et non pas les 25. Par exemple, il y a quelque chose, mais c'est epsilon par rapport au fait entre guillemets, excusez-moi, de se manger le recul de l'âge de la retraite à 64 ans. Sur le fond, et sur la pénibilité, pour l'instant, il n'y a rien. Comment ? Donc sur le fond, la CFDT n'aurait pas dû aller se bagarrer pour grignoter des droits sociaux. Ça les regarde. Non, mais vous, sur la méthode, qu'est-ce que vous en pensez? C'était pas la peine d'y aller Moi, je pense qu'il ne fallait pas aller dans ce conclave. Je félicite les syndicats qui s'en sont retirés, d'accord ? Donc après, tirez les conclusions que vous voulez sur les syndicats qui sont restés, mais j'ai pas envie de rentrer dans cet état d'esprit. Peut-être pensait-il pouvoir décrocher, vous voyez, je veux bien être naïf, peut-être pensait-il pouvoir décrocher certaines choses, mais là, ils s'aperçoivent que c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que cette réforme, la réforme Borne, c'est pas une réforme pour améliorer la situation des salariés et des retraités. C'est une situation, au contraire, pour faire en sorte que les gens travaillent plus longtemps, meurent plus rapidement au travail, soient en plus mauvaise santé parce qu'on les use, et en plus ne bénéficient rien du tout. Je vous rappelle que, par exemple, de ce que demandent les syndicats, les organisations patronales, il y a toujours la désindexation partielle des pensions de retraite, par exemple, qui est mise sur la table en échange d'autres choses. Alors, je pense que tout ça est en train de conduire là où c'est. Si on se projette, il va y avoir évidemment en 2027 un débat sur les retraites et des projets de réforme. Alors il y a un sujet qui monte beaucoup en ce moment, c'est le sujet de la capitalisation. On est le seul pays finalement à être par répartition à quasi 100%, alors beaucoup de nos voisins ont mélangé les deux systèmes. Mais vous avez aussi dans la fonction publique des régimes gérés en capitalisation, associés aux syndicats. Alors finalement, est-ce que c'est un tabou auquel personne ne veut toucher? Vous, est-ce que vous seriez prêt à parler de ce tabou? Mais on sait très bien à chaque fois que la capitalisation revient de quoi il s'agit. C'est que la manne des retraites, c'est beaucoup d'argent. Il y a énormément d'institutions privées qui rêvent de mettre la main là-dessus, justement pour développer un système qui ne serait plus basé sur un système assurantiel basé sur la production du travail, mais quelque chose où les gens iraient s'assurer auprès de telle ou telle assurance. C'est pas nouveau. D'ailleurs, en général, on dit que le système des retraites ne marche pas pour permettre de dire le système des capitalisations marche. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pour rester sur cet acquis extraordinaire de la libération et des 30 Glorieuses, qui est un système, peut-être qu'on est les seuls, peut-être qu'on est parmi les seuls, mais n'empêche, c'est un système qui ne laisse personne sur le carreau complètement. C'est un système qui n'est pas assujetti au cours de la bourse, etc., etc. Donc, je défends le système par répartition.
Et je ne veux pas du système par capitalisation. Votre projet, j'ai en tête que votre projet sur la retraite, c'était le retour à 60 ans, 40 annuités. Est-ce que, vu les difficultés financières que nous connaissons, vu les projections du corps qui parlent d'un déficit qui va se creuser, est-ce que vous le maintenez? Est-ce que c'est réaliste de le maintenir? Oui, alors on le maintient. On maintient déjà le fait d'abroger la réforme à 64 ans, donc de revenir à 62 ans. Le Conseil d'orientation des retraites, voilà. Je le redis. Dans sa dernière publication, même si Gilbert Sette montre pourquoi il a été nommé à la place de son prédécesseur Pierre-Louis Bras, c'est que pour la première fois, il n'y a qu'une hypothèse qui est retenue à la fin, celui du président du corps, qui, rappelons-le, était un proche d'Emmanuel Macron. Bon. Mais il y a une chose par contre qu'il ne peut pas changer, c'est que c'est écrit noir sur blanc. Les retraites, par rapport au PIB, n'augmentent pas en termes de coût pour la nation. Elles restent à 14%, elles vont même baisser. Il y a un déficit. Ah oui, mais c'est d'accord. Excusez-moi, mais c'est fondamental de dire ça. Parce que c'est pas que les retraites vont coûter plus cher, c'est le fait qu'il y a moins de recettes. Donc c'est pas le même débat que si on nous disait les retraites c'est plus possible, parce que par exemple c'est 20% du PIB. Ce n'est pas ça, ça ne bouge pas, ça va la même proportion descendre. reste. Donc la question c'est de savoir quel choix de société on veut et comment on va chercher les recettes. Bien, Hugo. Nous, on fait des propositions. Déjà, que par exemple, on arrête, j'allais dire, d'abaisser les cotisations qui ne sont pas compensées à hauteur de 5 milliards, qu'on arrête de créer de l'emploi, qui est de l'emploi, vous le savez, d'auto-entrepreneurs et autres qui ne cotisent pas. 700 000 emplois qui ont été créés de cette manière. Vous maintenez 60 ans, on est d'accord? C'est-à-dire, c'est réaliste de revenir sur 60 ans? Oui, je vais vous expliquer. Non, je pense qu'en augmentant, par exemple, les cotisations, vous savez que si on augmente les cotisations d'1 point sur 7 ans, patronale, on revient à 62 ans. Bon. Si on crée de l'emploi dans ce pays, si on fait l'égalité salariale homme-femme, comme ils l'ont fait en Islande, vous gagnez plusieurs milliards. Donc je crois que c'est facile de revenir à 62 ans et que oui, si on relance l'activité et qu'enfin on remet l'argent moins du côté des revenus capital, mais du côté des revenus du travail, et qu'on arrête, j'allais dire, de diaboliser ce que nous on appelle le salaire socialisé, que la droite appelle les charges, c'est-à-dire les cotisations, je pense qu'on peut revenir à un système en retraite à 60 ans, oui. Oui, Monsieur Coquerel, on vous avait parlé de votre niche parlementaire 2024 qui avait été de mémoire exclusivement consacrée à l'abrogation de la réforme des retraites. Le texte n'est pas allé au vote. Est-ce que il est dit suspendu, c'est-à-dire qu'il est dans son état à la fin de la niche parlementaire? Est-ce que vous souhaiteriez que votre prochaine niche soit là aussi consacrée au texte suspendu pour potentiellement arriver au bout? Écoutez, moi je vous répondrai bien oui. Maintenant, nos collègues macronistes et de droite ont montré... et avec le gouvernement, d'ailleurs, ils ont fait certainement des discours d'1 heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, ont montré le peu de respect qu'ils ont vis-à-vis de l'initiative parlementaire et la démocratie parlementaire. Donc je pense que ça serait compliqué, on peut le refaire. Moi, je crois que la meilleure façon d'abroger la réforme des retraites, c'est de censurer le gouvernement. Et puis de recensurer un nouveau gouvernement de façon à repartir vers les élections et nécessairement. Ou par exemple, M. Macron pourrait tout d'un coup avoir un éclair de démocratie, de lucidité, et de dire que ceux qui ont gagné en juillet, on leur propose de gouverner le pays et d'essayer de mettre un gouvernement. On va parler... Pas trop, mais ça pourrait être aussi une option. Maintenant, c'est de la situation internationale. Israël a intensifié ses bombardements sur l'Iran aujourd'hui. Ça fait 11 jours que les attaques ont débuté. Depuis hier, la situation s'est plus tendue encore avec l'entrée en action des États-Unis. Donald Trump n'hésite d'ailleurs plus à dire que le but est de renverser le régime iranien. Là où Israël a expliqué qu'il s'agissait surtout de stopper le programme nucléaire iranien. En retour, l'Iran envoie des missiles vers Israël, mais aussi, depuis quelques heures, sur les bases américaines au Qatar. Plusieurs pays arabes ont dénoncé le risque d'escalade et mis en garde contre une extension du conflit. Et Emmanuel Macron dit qu'il ne voit pas de légalité dans les frappes américaines, tout en partageant l'objectif de ne pas voir Téhéran disposer de la bombe nucléaire. Bérangère. D'abord, question de calendrier. Après-demain, l'Assemblée sera invitée à s'exprimer. C'est l'article 50.1 de la Constitution. Vous y serez pour dire quoi? C'est nous qui l'avons demandé, donc on y sera. Mais pour dire quoi? On l'a demandé avec vote. Oui. Bon. Parce que ça serait un peu normal que l'Assemblée... Qui est un vote consultatif. Peut-être, mais ça serait normal que l'Assemblée vote sur quelque chose d'aussi grave. Quoi, et se prononcer sur par exemple, sur ce que compte faire le gouvernement. Ça serait bien de savoir de qui propose sur la politique du gouvernement. Je vous donne 2 politiques possibles, par exemple. Le gouvernement pourrait mettre une résolution sur comment il compte faire. Je vous donne 2 politiques possibles. Vous avez, par exemple, la version... Je dis ça parce que ça ressemble quand même par pas mal de choses, y compris sur la manière de dramatiser des armes imaginaires dans le cas de l'Irak au moment de soi-disant les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Et là, sur le fait qu'on serait à la veille quasiment d'une bombe nucléaire iranienne. Dans les 2 cas, on alarme. Vous avez des informations. Je vais vous en donner. Je vais vous en donner. Par contre, les autres n'en ont aucune. Moi, je vais vous en donner. Donc, je finis juste de répondre. Il pourrait y avoir la proposition de ce qu'a fait M. Chirac et M. Villepin. La France condamne.
D'accord, ça pourrait être une proposition. La France en appelle au Conseil de sécurité de l'ONU, à l'AG de l'ONU, de l'Assemblée générale de l'ONU, pour condamner le fait qu'en dehors de tout droit international, un pays qui n'est pas signataire du traité de non-prolifération, je parle d'Israël, qui possède la bombe nucléaire, se permet d'agresser un autre pays, de bombarder un pays qui est signataire du traité de non-prolifération et qui, lui, n'a pas encore la bombe nucléaire. Ça pourrait valoir condamnation. On a condamné la Russie de M. Poutine. Donc un vote pour condamner par exemple, Israël. ça pourrait être ça. Ou alors, ça pourrait être ce qu'aujourd'hui fait M. Macron. Alors là, on n'y comprend rien. C'est dû en même temps. J'ai vu hier qu'il a appelé le président iranien pour appeler l'Iran à de la retenue et de la désescalade. Juste une chose. Donc vous espérez un vote pour condamner Israël? Je ne parle pas que selon Israël. Il y a M. Trump aujourd'hui. Condamner les deux. Condamner le fait qu'en dehors de tout droit international, d'accord, ce qui est d'une extrême dangerosité pour la suite, parce que s'il n'y a plus du tout de droit international, si le principal pays s'en lave les mains, je parle des États-Unis d'Amérique, en montrant que finalement il est le plus fort et que c'est lui qui dicte sa loi, je vous assure que pour les affaires du monde dans les mois, les années à venir, on risque de trouver que ça ressemble un peu à avant 1914. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une question à laquelle, franchement, sans doute, on ne peut pas répondre pour l'instant. Peut-être que ça amène à la prudence, mais c'est la réalité du danger, l'imminence du danger de cette bombe iranienne. Vous considérez, l'AIEA dit, n'est pas très clair. La France dit, Sébastien Lecornu dit hier, ils avaient tout, les Iraniens. Il n'a aucun élément, mais c'est pas grave. Je vous cite l'évolution annuelle des menaces concernant le nucléaire iranien venant du renseignement américain. Nous continuons à considérer que l'Iran ne construit pas la bombe nucléaire, ça date d'il y a un mois à peu près, et que Khamenei n'a pas autorisé le programme d'armes nucléaires suspendu en 2003. Tous les spécialistes ici, donc, qui regardent un peu, en termes d'enrichissement, miniaturisation de la bombe, l'envoi, estiment qu'il y avait au moins, au pire 3 à 4 ans avant qu'Iran ait la bombe. Et je vous rappelle surtout qu'avant les frappes israéliennes, était prévu cette semaine un round d'observation avec les États-Unis, qui avait pourtant unilatéralement décidé en 2015 de l'interrompre. Donc je vous dis non, pas plus que M. Saddam Hussein possédait une arme. Aujourd'hui, l'Iran n'était pas à la veille d'avoir la bombe nucléaire. Et cette histoire, je termine là-dessus, cette histoire, M. Netanyahou le raconte depuis 1995. Il y a une excellente vidéo, on voit 2005, c'est la veille. Donc je dis que tout ça était un prétexte. Pour autant, je dis que tout ça était un prétexte. Et pour autant, le régime iranien, dont Donald Trump dit clairement que c'est une des cibles, pour vous, est-ce qu'il doit tomber? Est-ce qu'il doit tomber? Mais attendez, on est totalement adversaire du régime iranien. Hier, il y avait une manifestation Femmes, Vie, Liberté, des opposantes au régime iranien, qui disait que on ne peut pas faire tomber un régime par... on sait ce qui s'est passé en Irak, on sait ce qui s'est passé en Libye. Vous croyez qu'il y a une amélioration là-dessus? Au pire, même, ce qui peut se passer... C'est la population iranienne qui doit s'en occuper. Au pire, même, la population iranienne peut même peut-être se ressouder par rapport au danger. Et puis, il y a une autre chose aussi. C'est que, moi, il va falloir m'expliquer en quoi le gouvernement génocidaire de M. Netanyahou pourrait donner des leçons à un gouvernement tout aussi critiquable que celui des Mollahs. Est-ce que vous admettez qu'il y a des mouvements terroristes d'Iran? Est-ce que vous l'admettez, ça, que l'Iran... Oui, mais il paraît qu'Israël a aussi favorisé Daesh il y a quelques temps. Mais d'accord, mais vous, côté Iran, j'aimerais bien avoir... On va avancer, nous on va avancer, vous savez Thierry aussi, sur d'autres sujets. Il y a une chose, d'abord, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une menace terroriste déclenchée par l'Iran, notamment les pays occidentaux? C'est pas moi qui le dis, j'ai vu des spécialistes de l'IRIS qui connaissent un petit peu spécialement, qui pensent que c'est pas comme ça que l'Iran va réagir. Et je vous le dis encore, je condamne totalement le régime des Mollahs. Donc vous ne verrez pas chez moi, mais vous voyez bien que le droit international, on ne peut pas décider qu'on élimine par la force les gens qui ne nous plaisent pas, en décidant tout d'un coup qu'on va bombarder ces pays, en plus en faisant des victimes civiles, y compris même aujourd'hui des prisons, des opposants, avec les deux Français qui étaient dans cette prison, y compris aujourd'hui d'une prison où sont les opposants iraniens. Enfin, tout ça n'a pas de sens et met en péril. Et où sont éventuellement les 2 otages français? Voilà. Elsa. Il y a une vidéo aussi qui est ressortie notamment par vos adversaires. Je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est une archive de Jean-Luc Mélenchon en 2012 qui dit « Personne ne peut accepter de voir un pays dire si on a une bombe, l'Iran donc, on ira taper sur Israël. Le régime iranien pose une question à la civilisation humaine. » Est-ce que vous reprenez mot à mot les mêmes mots aujourd'hui? Que ce soit sur la forme de régime, d'accord, obscurantiste, des Mollahs, etc., que ce soit sur le risque qu'il puisse y avoir un jour une bombe nucléaire, bien évidemment. Ce que j'observe simplement, c'est qu'au nom de ça, et sans aucune preuve, alors même que l'Iran était engagé dans une négociation avec les Américains pour faire en sorte de ne pas accélérer leur mécanisme, on ne peut pas faire ce qui est fait actuellement. C'est-à-dire qu'un pays décide d'aller... Mais sinon, enfin, je veux dire,
j'ai vu que M. Macron avait dit que Israël avait droit à la sécurité. Mais dans ces cas-là, il fallait dire la même chose à M. Poutine. Je vous rappelle qu'en 2022, par rapport à l'Ukraine, c'était exactement les mêmes phrases de M. Poutine. Il attaquait l'Ukraine parce qu'il estimait que la sécurité, vu que l'OTAN risquait de venir... Les déclarations ukrainiennes ne sont pas tout à fait les mêmes que les déclarations iraniennes sur Israël. Ah bon, vous trouvez que ce n'est pas les mêmes? Moi, je trouve que c'est les mêmes. Les déclarations israéliennes, c'est de dire... Non, de l'Iran sur Israël. Non, mais les déclarations israéliennes, c'est de justifier, encore une fois, d'un pays qui a la bombe, d'un pays qui aujourd'hui pratique un génocide, d'un pays qui n'a pas signé le TNP, de justifier qu'il va bombarder un pays qui, lui, est dans un traité. Excusez-moi, mais pour moi, c'est du même niveau. C'est-à-dire que c'est un pays qui, en dehors de tout droit international, estime qu'il peut bombarder un autre pays avec l'alliance de M. Trump. Et en plus, on sait très bien que derrière ça, je vais dire là-dessus. Non, mais c'est pas... On sait très bien que derrière ça, je vais vous dire ce qui est en train de se passer. M. Trump, il a engagé une guerre commerciale dans le monde. Ça ne marche pas aussi bien que prévu, notamment par rapport aux Chinois. Je crois que ce qui se passe là par les armes, c'est une manière de prolonger ça et de dire, regardez les États-Unis, voilà le poids que nous avons, notamment par rapport au détroit d'Ormuz. Et c'est un message envoyé aux Chinois, puisque vous avez énormément de pétrole, y compris qui approvisionne la Chine, qui passe par le détroit d'Ormuz. Je pense que la décision américaine, c'est d'essayer d'avoir par les armes ce qui ne sont pas arrivés à avoir par la guerre commerciale. Donc c'est aussi une diversion, comme dit Manon Aubry, la chef de file des Insoumis au Parlement européen. Elle dit que c'est une diversion de Netanyahou pour pas qu'on parle de Gaza. Alors je pense qu'au début, très certainement, parce que si vous vous rappelez les premières frappes, c'est venu juste après où la France était en train de préparer une conférence aux États-Unis pour reconnaître la Palestine. Il y avait quand même une montée, la Hollande, rappelez-vous, la France, qui commençait à dire oui, il est envisageable d'avoir de rompre l'accord d'Union européenne et d'Israël. Je pense qu'au début, ça a joué là-dessus. Mais je pense qu'il y a une autre mécanique, c'est que Israël, quelque part, c'est aussi un peu le porte-avions. Je vais utiliser un vieux terme, mais il est quand même là, en ce moment, vraiment valable, de la politique impérialiste américaine par rapport à cette région du monde. Voilà, je crois que c'est ça qui est en train de se passer. On va parler de l'Assemblée nationale avec une question chacun seulement, parce que le chrono va très vite, parce qu'à l'heure du jour de l'Assemblée nationale dans les jours qui viennent, il y aura aussi la loi de programmation sur l'énergie. Faut-il plus de nucléaire, stopper les investissements dans l'éolien, dans le solaire? C'est ce que le RN, en tout cas, a réussi à faire voter. Thierry. Oui, alors il y a eu un vote quand même assez étonnant, c'est le fait de ce moratoire sur les éoliennes et le photovoltaïque. Alors j'aimerais bien avoir votre réaction à ce vote-là et voir aussi derrière tout ça, on a le sentiment qu'il y a une vague anti-écolo pour aller. Quand on voit la fin des ZFE, quand on voit la suspension de MaPrimeRénov', comment vous percevez cette vague, ce vote de l'Assemblée qui, à chaque fois, ou des décisions de l'exécutif qui stoppent des projets écologiques? Il y a une vague trumpiste, c'est clair. Alors la faute à qui? Je veux dire à ceux qui tombent là-dedans. Je veux dire par là, regardez cette semaine, on a eu, je vais y venir sur l'énergie, on a M. Retailleau qui envoie des policiers faire des rafles géantes dans tous les gares, les aéroports, qui ressemblent beaucoup à ce que fait M. Trump avec les migrants aux États-Unis. Donc il y a une vague trumpiste qui est parallèle à la montée de l'extrême droite et des idées d'extrême droite. Et là, on l'a. Alors sur l'écologie, la faute à quels sont les lobbies? Qui accusez-vous? Il y a déjà tous les climato-sceptiques de l'extrême droite, mais qui malheureusement, aujourd'hui, j'allais dire, font des petits dans la droite, entre guillemets, dite républicaine, qui manifestement n'ont pas du tout la même vision de ce qui se passe dans notre pays en termes de réchauffement climatique. Bon, premièrement. Deuxièmement, qui ont l'idée du tout nucléaire, mais d'une manière totalement... alors, outre le fait que je pense qu'il ne faut pas du tout nucléaire, il y a plusieurs options qui ont été mises sur la place par RTE, des scénarios 100% renouvelables. Mais le moratoire qui a été décidé, si jamais il était appliqué, c'est la fin de la filière d'énergie renouvelable en France. Alors, question, donc vous n'allez pas voter ce texte. Il est passé parce que... 3 voix et que vous n'y étiez pas. Ah si, nous on y était. Regardez, nous notre... Vous n'avez pas voté. Non mais ok. Non mais okay. Tout le groupe, moi j'étais en commission, mais qu'importe, tout le groupe et les filles. Il y a 14 LFI qui votent sur 71. Mais parce que le moratoire qui passe sur un texte, combien vous aviez de blocs du bloc parce que la droite vote avec le RN, combien vous aviez de modem et dites-moi combien il y avait de modem. Non, mais la gauche et le bloc central sont défaillants, clairement, mais puisque vous avouez en face... Je vais vous répondre, on a un texte... C'est ça le vrai problème. On a un texte gouvernemental. C'est une PPL, mais maintenant ce gouvernement fait passer ces textes par des PPL. Proposition de loi. Pour les gens qui nous regardent, ça veut dire d'initiative parlementaire, mais c'est le gouvernement qui les suscite. Excusez-moi, mais les premiers qui doivent se mobiliser pour faire passer leurs textes, c'est quand même les forces gouvernementales. Elles sont quasiment totalement absentes. Elles ont été à tel point absentes qu'à un moment donné, M. Tanguy a voté
le fait qu'on remette en marche Fessenheim. Et là, sur le moratoire, il n'y avait personne quasiment du bloc central. Donc juste une question. Il y avait quasiment Alors personne. on va pas refaire l'histoire, une question rapide. Donc le problème, il est là. Et c'est d'ailleurs c'est tellement stupide Sur un ce sujet moratoire. comme ça, pardon, on attend la gauche, clairement. Pardon, on va avancer. On attend la Tous les gauche, groupes de gauche sont défaillants. on attend on la va gauche, avancer, mais on va pas peut-être tourner que dans le le bloc temps. central soit quand même là pour défendre. Écoutez, on va pas refaire les comptes de l'Assemblée. On va pas refaire les Il donne sa majorité à M. Bayrou, parce que c'est ça. L'enjeu, c'est la question pour demain. Est-ce que vous allez voter, dans l'état actuel des choses, cette loi de programmation? Non, on vote contre, bien sûr. D'accord, comme le Mais Modem. je pense d'ailleurs. Le Modem votera contre aussi. Comment? Le Modem va voter contre. Oui, j'ai cru comprendre. Et eux, c'est pas pour la même raison. Non, peut-être pas, mais là, le texte tel qu'il est, bien sûr qu'on va voter contre. On avait voté pour le texte issu de la commission, parce qu'on avait réussi à bouger beaucoup de choses. Là, c'est un texte qui est totalement nucléaire à 100%, qui est, je vous dis, qui est un texte d'essence trumpiste par rapport à l'environnement. En tout cas, il y a un autre enjeu bientôt, c'est le budget. Il va falloir trouver 40 milliards, dit François Bayrou, qui propose des pistes pour mi-juillet. Mais avant ça, Elsa, il y aura peut-être un autre rendez-vous pour vous. Oui, Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, veut tous vous voir avant le 11 juillet. Question, est-ce que vous irez? Et ensuite, François Bayrou qui fait ses annonces autour du 15 juillet. Là, pour le coup, l'Assemblée sera fermée. Déjà, je suis très surpris. Parce qu'elle a dit qu'elle voulait nous voir avant le 11 juillet. Bon, c'est normal, parce que le 15 juillet, ils sont redevables. Non pas, c'est pas qu'ils nous font un cadeau, c'est qu'ils doivent nous donner le tir à part. Le tir à part, c'est le squelette du budget. Bon, alors déjà, je me dis, tiens, elle va rencontrer les gens jusqu'au 11, et après, il lui restera 4 jours pour refaire le budget. Vous irez les Insoumis ou pas? Moi, j'irai en tant que président de la Commission des Finances. C'est intéressant, parce que précédemment, François Bayrou avait invité les Insoumis qui n'étaient pas allés à Matignon. Je vais recommencer ce que je viens de vous dire. La dernière fois, j'y avais été en tant que président de la Commission des Finances. Mais Mathilde Panot j'avais été, pas... donc, en tant que président de la Commission des Finances, c'est mon devoir d'y aller, etc. Est-ce que ça n'engage pas forcément la France Insoumise. Voilà. Est-ce que les Insoumis iront en tant que tels? Je n'en sais rien, ça dépend comment c'est modulé. Si l'idée, c'est de dire, aidez-nous, on va faire un compromis ensemble, laissez croire à ça, sur un texte où en réalité, ils font jamais aucun compromis, je doute, mais mon groupe le décidera. Mais de toute façon, moi, ce qui m'étonne surtout, c'est cette méthode qui consiste à dire, on va recevoir les gens jusqu'au 11 juillet, puis le 15, on va pondre un texte en tenant compte de ce que disent les gens. Et justement, sur ces arbitrages-là, pour que les téléspectateurs comprennent, l'Assemblée sera fermée quand François Bayrou va faire ses arbitrages, donc pas de censure possible. C'est une manœuvre politique pour vous? En tout cas, c'est une manière de gagner du temps, ça c'est sûr. C'est-à-dire de gagner du temps en espérant qu'à la rentrée, ils vont arriver à trouver une situation. Ils le disent clairement, Éric Lombard me l'a dit. Hein. Leur but, c'est de neutraliser le PS. Que le PS ne vote pas de censure au mieux. Au pire, plutôt, éventuellement, bon, c'est là-dessus qu'ils vont chercher. Mais je peux vous dire une chose, c'est que de discussion avec eux, pour l'instant, les 40 milliards, ils les ont pas. Ils ne savent pas les trouver. Et pour une bonne raison, c'est que la situation économique, on va peut-être en parler avec l'économiste qui va venir, est tellement difficile dans ce pays et grave que toute mesure trop récessive peut entraîner encore plus de catastrophes. Éric Coquerel, à part ça, ça bouge à gauche, notamment du côté de ceux qui ne sont plus à la France Insoumise ou ceux qui veulent se mettre en travers de la route de Jean-Luc Mélenchon pour 2027. Elsa, on vous retrouve là-dessus. Sur les postes clés? Et aussi, pardon, c'est moi et aussi sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la redistribution des rôles. Justement, c'est ce qu'on appelle le bureau à l'Assemblée. C'est une instance très importante. Pour l'instant, le Rassemblement national n'a pas de voix au chapitre. Le président de l'Assemblée va reconstituer tous les groupes. On le sait, soit il y a un consensus, soit ça va à un vote. Et ce que vous dites, c'est pas normal. Le Rassemblement national, ils sont élus comme tout le monde. Ils devraient avoir leur juste part au bureau. Des vice-présidences. Moi, je pense que le Rassemblement national doit être considéré comme ces députés doivent pouvoir pleinement assumer leur travail de député. Moi, c'est pour ça que, par exemple, dans ma commission, je suis respectueux avec tous les groupes. Maintenant, le fait de diriger un exécutif, c'est un choix politique. Voilà, vice-présidence, en l'occurrence. Le vice-président, c'est pas la même chose. Ça ne découle pas automatiquement de votre représentativité de l'Assemblée. C'est un choix politique. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, à l'issue d'une élection législative qui avait vu le Front républicain, quand même si quasiment dès le lendemain, on avait des attaques incessantes de la part du bloc gouvernemental, mais ça nous semblait normal que le RN ne soit pas représenté. Donc vous dites c'est un choix il y aura politique. donc des votes. Moi, je vais vous dire globalement, je pense que on devrait essayer de trouver une stabilité dans ce qui a été voté, de repartir sur ce qui avait été... Avec le même bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Sans le RN, donc. Et est-ce que vous, à la présidence de la Commission des Finances, vous pensez que votre il y a de la stabilité aussi, ou vous pourriez aussi faire les frais de discussion entre d'autres Tout groupes? est possible. Moi, la dernière fois, je vous rappelle que c'était tellement pas stable que pour la première fois depuis que la Constitution fait en sorte que le président de la Commission est dans l'opposition, le groupe gouvernemental avait voté. Pris part au vote. Voilà, ce qui est quand même une première. J'espère très franchement qu'on ne va pas retrouver ce genre de situation parce que c'est complètement contraire. Vous ne vous sentez pas menacé à la tête de la Commission des Finances de l'Assemblée? Non. Hugo?
Oui, Monsieur Coquerel, il y a des électeurs de gauche qui s'inquiètent pour 2027. Ça arrive vite. Il y a 2 remarques dans le chat. Il y a Latrude Vegan, qui est un militant insoumis, qui dit: est-ce qu'il faut un NFP pour 2027 pour que la gauche soit d'arriver au pouvoir? Il y a Brigitte, qui est une ancienne militante communiste. Enfin, quand je dis ancienne, c'était qu'elle est là depuis très longtemps, et qui dit: quand est-ce que vous allez arrêter de vous chamailler à gauche? Vous pensez à votre électorat et c'est usant. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont inquiets pour 2027 à gauche? Écoutez, moi, je répondrais que nous, on va faire ce qu'on a fait en 2025, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on va se baser sur le programme. Nous, on est fidèles au NFP. C'est pas nous qui décidons que le programme du NFP n'est plus valable. Voilà, qu'il faudrait le revoir, qu'il faudrait éventuellement l'atténuer. Nous, on est fidèles au programme qui a été le nôtre. Donc, on va avancer comme ça. Et tous ceux qui voudront avancer avec un programme de rupture, parce que je pense que c'est ça qui peut permettre à la gauche de gagner. Non seulement c'est bon pour le pays, nécessaire, mais en plus, je ne crois nullement qu'on va s'opposer à l'extrême droite ou à la droite extrême avec un espèce de brouet timide, comme a pu le faire M. Hollande. Donc, nous, on va proposer ça à tous ceux qui le veulent. Voilà. Est-ce que vous parlez à des socialistes? Est-ce que vous arrivez à vous parler? Parce qu'on a l'impression, vu les oppositions depuis ces derniers mois, que vous êtes sur deux planètes différentes. Les oppositions, elles viennent surtout d'eux, je vous rappelle. C'est eux qui ont décidé que pour les uns, il ne fallait plus rien faire avec France Insoumise, et pour les autres, qu'il fallait construire des choses sans France Insoumise. Ça, c'est M. Faure. Donc, c'est pas... c'est eux qui ont décidé de ne pas voter la motion de censure, par exemple. On va revenir à vous, qui êtes ciblé ici ou là, Bérangère. Oui, le principe d'une commission d'enquête a été décidé sur les liens entre les partis politiques et les réseaux islamistes. L'idée qui vient de Laurent Wauquiez était de cibler LFI. Le terme a été retiré, on va dire, de l'intitulé, mais le fait est là. Est-ce que vous vous sentez visé? À part M. Wauquiez, sûrement. Et par cette commission? Mais par le texte, non. Mais c'est... Non, mais dans les faits, est-ce que... Non, mais moi, je prends le texte. Monsieur Wauquiez, on est ciblé dans cette espèce de choses où je lui dis ça comme ça, mais si chacun, maintenant, faisait des genres de règlements de compte basés sur des attaques qui sont calomnieuses sur telle ou telle partie de ces rapports avec je ne sais quoi, on pourrait faire des commissions d'enquête. Je vous assure qu'ils vont donner un climat à l'Assemblée particulièrement serein. D'accord ? On peut sortir plein de choses. Ouais. Mais en l'occurrence, c'est plus le texte. Donc le texte dit quoi ? Sur le terrorisme et sur l'islamisme. Ben, nous, on va faire plein de propositions. Moi, les liens à un moment donné entre certains personnes du Rassemblement national et Daesh au moment du Simon Lafarge, on va demander des auditions. Les gens du Rassemblement national de la droite et autres qui ont été à certains moments à établir des liens privilégiés avec plusieurs pays qui ne sont pas réputés, j'allais dire, pour avoir un islam modéré, je pense qu'on va demander des auditions. Ça va être assez intéressant. LFI pourrait présider la commission d'enquête ou pas ? Ah, pourquoi pas? Je ne suis pas sûr que ça soit ça qui sorte, mais pourquoi pas? En tout cas, nous là-dessus, on va y aller. Mais vous avez le sentiment d'être un peu devenu l'ennemi public numéro un. Comment vous expliquez ça? Parce que, alors, y compris à gauche, on a des voix... Dans la population, non. Absolument pas, je peux vous dire. Au niveau... Jean-Luc Mélenchon. Non, tirez-vous tout à l'heure. Au niveau... Chaque chose en son temps. Au niveau... c'est rien par rapport à M. Hollande. Monsieur Hollande, mais aussi, je peux lui dire, M. Bayrou. Donc on répond à la question de Bérangère. Au niveau du... excusez-moi. Est-ce que LFI est devenu l'ennemi public? Non, je ne crois pas. Dans la population, non. On est devenu l'ennemi public pour une droite autrefois républicaine qui recherche manifestement son avenir vers des alliances possibles avec l'extrême droite. Non, mais quand on commence à entendre parler d'arc républicain dans lequel vous n'êtes pas, enfin, c'est des débats qui se posent c'est un arc réactionnaire. Ceux qui parlent de ça parlent d'un arc réactionnaire dans lequel ils verraient bien le Rassemblement national. Je ne suis pas sûr que les gens dans ce pays suivent ça. Donc je vous réponds, je vois bien que certains tentent d'instrumentaliser ça. Je pense même que certains font une erreur terrible. Là, je pense aux macronistes qui, par exemple, font ce pari. Je vous rappelle qu'au deuxième tour de 2025, puisque nous avions appelé au désistement, 75% de nos électeurs ont voté pour des députés macronistes. La plupart sont ici grâce à ça. Eux, il y a eu 46%. C'est clair que les attaques qui sont faites sur nous, de nous mettre presque plus au banc, j'allais dire, de la vie politique que les RN, j'en souhaite bien du courage pour les prochains second tours, parce que les gens n'oublient pas. Donc je pense que ça, c'est une erreur profonde qui est commise. Je ne comprends pas comment vous l'expliquez. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'expliquez? Si, il y a une attaque, exactement comme à peu près partout dans le monde, quand tout d'un coup, vous avez une gauche qui se reconstruit sur une base de rupture, tout le système... Est-ce qu'il y a une diabolisation de la France insoumise? Tout le système l'attaque et la diabolise. Absolument. Comment? Je vous l'explique comme ça. Est-ce qu'il y a une diabolisation de la France insoumise? Sûr. Par ce que j'appelle le système politico-médiatique, c'est-à-dire ceux qui tiennent les manettes, les commandes, oui, il y a ça, bien évidemment. Pourquoi? Parce que je vais vous dire pourquoi. Mais je vais vous dire pourquoi. Non, je ne pense pas. Je pense que ce qui se passe, c'est que nous avons le seul programme qui remet en question
et de fond en comble le système aujourd'hui qui domine. Regardez par exemple, c'est intéressant, le Rassemblement national, même sur l'Europe, même par exemple sur les règles budgétaires, maintenant il commence à dire qu'il faut une règle d'or. Sur la situation internationale, je suis très étonné, c'est quand même la première fois où le Rassemblement national est à fond derrière les États-Unis d'Amérique dans une guerre impérialiste. C'est tout nouveau, ce n'était pas le cas. Donc on est les seuls en réalité qui sommes totalement en rupture avec ce système. Thierry. Je pense que c'est ça que nous payons. On a le sentiment que vous faites aucun mea culpa, alors que quand même... Alors vous parliez de l'image Jean-Luc Mélenchon, on pourrait vous citer des sondages qui montrent son image s'est très dégradée ces derniers mois. On voit des responsables politiques, donc comme Raphaël Glucksmann, qui ont fait un bon score aux Européennes, dire jamais avec la France insoumise. On voit des gens qui sont partis de votre mouvement, comme Clémentine Autain, François Ruffin, qui sont des gens assez médiatiques et assez populaires. Donc là-dessus, il n'y a pas un moment donné où vous vous dites, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Alors, attendez, je vais essayer de vous répondre tour à tour. D'abord, vous me dites, pourquoi vous ne faites pas mea culpa? J'allais dire que de toute façon, les attaques sont tellement violentes et il y a tellement d'attaques que ça va. Je pense que de ce point de vue-là, on a déjà suffisamment, c'est peut-être pas la peine, nous non plus, d'en rajouter si on avait quelques critiques à faire, premièrement. Deuxièmement, vous parlez de M. Glucksmann, mais vous voyez bien que la question, c'est une question de programme. M. Glucksmann, il vient de présenter son programme aujourd'hui. Sur ces 30 mesures, 21 n'étaient pas dans le programme du NFP. Elles sont autre chose. Il ne remet pas en question le recul de l'âge de départ à la retraite. Il propose une augmentation du SMIC que nous proposions immédiatement. Il la propose en 2029, etc. Et je ne vous dis pas aussi ses joyeusetés sur la situation internationale où il pensait qu'il fallait qu'on envoie des troupes en Ukraine. Donc, Monsieur Glucksmann, il est dans sa logique. C'est pas qu'il est déçu par Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'a jamais été sur nos bases politiques. Il entend quelque part être une poursuite du macronisme. Donc je vous réponds à Monsieur. Thierry, vous parlez aussi des déçus qui ont quitté LFI. Voilà. Quoi. Mais bien sûr, ceux-là, ils étaient d'accord avec vous. Moi, j'aime bien vous répondre pas à pas. Donc, deuxièmement, vous me dites les sondages. Il y a un sondage intéressant qui vient de sortir dans la Tribune ce week-end sur les élections à Paris. 20% pour les écologistes, 17% pour nous, 10% pour le PS sortant de la mairie et le Parti communiste ensemble. Moi, je sais pas, je regarde aussi. Tous les sondages, ok, je vois les taux vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, etc. Mais tous les sondages présidentiels, il n'y a qu'un candidat, pour l'instant à gauche, qui est capable d'aller au deuxième tour, a priori. C'est Jean-Luc Mélenchon, c'est LFI, pas les autres. Donc, si vous voulez, allons-y doucement par rapport à ça. Moi, ce que je crois surtout, c'est que ce qu'on attaque, encore une fois, je vous le répète, M. Glucksmann, c'est particulièrement évident, c'est le fait qu'on porte un programme de rupture et qu'on n'a jamais supporté qu'en France, la gauche se reconstruise sur un programme de rupture. Voilà. Une dernière question, Thierry, peut-être sur les municipales? Oui, c'est les municipales, votre stratégie, absolument. Et notamment, vous étiez au Mureau il y a pas longtemps, donc on a le sentiment que vous mettez en œuvre votre stratégie en visant les catégories populaires. Est-ce que c'est vraiment là, vous ciblez... C'est pas normal, si? Non, mais je ne vous demande pas si c'est normal. Simplement, je voudrais savoir si vous avez arrêté en vous disant on cible les lieux où justement on a fait de très bons scores jusqu'alors pour transformer ça en maire. C'est un peu normal que dans les villes où on a eu 60, 65, 70% des voix, on continue à essayer de cultiver ce succès pour les municipales. D'accord ? Et effectivement, dans ces villes-là, c'est le fait qu'on a... Tout le monde devrait s'en féliciter. On a remis... Il y a un électorat qui votait plus qui s'est remis à voter. Pour la démocratie, c'est plutôt pas mal. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne, pour votre réponse, les départements ruraux, les villes. Là, je vous ai donné l'exemple de Paris. Vous voyez, c'est une ville de... Donc on n'abandonne rien. Éric Coquerel, et la Seine-Saint-Denis, votre département, Elsa? Est-ce que vous pourriez être candidat à Saint-Ouen, par exemple, chez le socialiste Karim Bouamrane? Non, je pense que normalement, ça va être ma suppléante, Manon Montmirel, qui va être candidate. Voilà. Mais donc vous ne soutiendrez pas le maire socialiste? Ah non, non. Bah écoutez, alors là, attendez, il a eu des mots c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple de qui attaque qui. Monsieur Bouamrane, depuis juillet 2025, une fois qu'on avait gagné, explique qu'il ne fallait pas un gouvernement d'NFP, un gouvernement Front républicain, n'a eu de cesse de taper France Insoumise, n'a eu de cesse de dire qu'il était hors de question qu'il ait une municipalité avec France Insoumise, tout ça pour arriver à la fin à expliquer qu'il va me défoncer aux législatives. Bon, on va dire que dans celui qui attaque l'autre, c'est pas forcément moi dans le rôle de l'attaquant, on va dire. Mais bon, je ne présente pas l'autre joue. Quoi. On a entendu en tout cas que ce serait votre suppléante qui serait candidate à Saint-Ouen, qui mènerait la liste des filles à Saint-Ouen. Nous allons recevoir maintenant... avec les écologistes d'ailleurs. Nous allons maintenant recevoir l'invité. Et les communistes, non? Ils veulent pas, ils veulent partir avec le maire sortant a priori. Mais avec les écologistes, j'espère bien qu'on sera ensemble. Oui. Nous allons recevoir maintenant l'invité qui va débattre face à vous dans 2 minutes. L'économie, la croissance, la productivité, ce sont ces domaines. Antoine Bergeau arrive sur ce plateau de l'indice et politique. Je vous en prie, je vous laisse saluer Éric Coquerel.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Félicitations pour votre prix au passage. Et je vous laisse vous installer pour échanger pendant quelques minutes avec Éric Coquerel sur vos sujets à vous. Alors allez-y. Vous voulez commencer par quoi ? Très bien. Alors, bonjour messieurs, députés. Alors moi, donc, comme le reportage l'a indiqué, je travaille sur la productivité et j'aimerais, dans mes interventions, j'essaie de pousser pour que la question de la productivité vienne plus dans le débat public et notamment dans le débat politique. J'ai l'impression que c'était un peu l'absent des dernières élections législatives. J'aimerais avoir votre point de vue sur le ralentissement de la productivité dont maintenant il est assez établi qu'il est vraiment très marqué. Ouais, et moins 3 points. C'est ça, hein. Moins 3 points. Moins 3 points depuis le Covid, mais en fait, par rapport aux États-Unis, c'est carrément un décrochage massif. Voilà. Et ça vous inquiète, vous ? Je sais pas que ça m'inquiète, d'autant que je pense que c'est en fait à la racine de tout un tas de problèmes qu'on est en train de discuter depuis des années, notamment le financement de la réforme de retraite. Je crois que vous avez parlé tout à l'heure des projections du corps, notamment les nouvelles que Gilles Berset a projetées, une croissance de productivité un peu inférieure à ce qui était avant. En tout cas, il a choisi un scénario qui n'était pas le... Et on voit tout de suite les conséquences que ça a. On est obligé de reculer l'âge, ou en tout cas pour avoir un équilibre, on doit reculer l'âge. Donc en fait, on voit bien que le problème, il vient un petit peu là. Je ne tire pas cette conclusion-là, mais je tire la conclusion inverse plutôt, parce que, vous l'avez dit, c'est un problème fondamental. Déjà, ça explique pourquoi vous allez avoir beaucoup de plans de licenciement cette année. C'est-à-dire que les entreprises, depuis le Covid, ont gardé, y compris des salariés, même quand elles n'avaient plus les carnets de commandes nécessaires pour les garder, mais elles l'ont fait parce que c'est pas si facile de garder des salariés. Et là, vous avez beaucoup de plans de licenciement qui arrivent. Bon. Et donc, la question, pour ça que je ne tire pas la même conclusion, c'est que si le taux de personnes qui arrivent à la retraite en vie active, si je ne me trompe pas, il est de 57% aujourd'hui. Il y en a 43% qui ne sont plus en vie active. Bien. Si vous décidez que cet âge-là va se prolonger, mais que vous n'avez toujours pas une productivité qui a remonté, c'est-à-dire qu'en réalité, vous n'avez pas une raison d'être économique pour que ces personnes continuent à travailler, je peux vous assurer que le taux, il va augmenter. Donc la question de la productivité, elle est essentielle, mais je ne le vois pas tel que vous venez de l'esquisser. Je pense que le problème, c'est qu'il faudrait peut-être revenir à une société qui, justement, j'allais dire, favorise une activité, favorise le travail, favorise, par exemple, les carnets de commandes, favorise la transition écologique. C'est comme ça, à mon avis, qu'on peut améliorer les choses. Je ne suis pas en désaccord avec vous. Je pense qu'on va avoir peut-être les mêmes conclusions. En fait, il y a une égalité comptable sur laquelle on ne peut pas trop revenir, je pense, c'est que le PIB, c'est la productivité fois le temps de travail. Donc, on peut effectivement dire qu'on va manipuler un peu les chiffres de productivité, dans le sens où on va sortir plein de gens du marché du travail. La productivité moyenne sera assez élevée. C'est un peu ce qui s'est passé en France longtemps. Et je suis d'accord qu'effectivement, mettre des gens peu productifs en emploi, ça fait baisser la productivité. Ou ça la ralentit. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui s'est passé après 2020. Maintenant, on a en France un temps de travail global qui est plus faible qu'ailleurs. Je pense que c'est pas que pour des mauvaises raisons. On a des préférences différentes. On n'a pas forcément vocation à tous travailler très longtemps. Sans productivité, on est obligé de le payer par du PIB qui ralentit, qui est plus faible. Et moins de PIB, c'est un déficit plus élevé, c'est des dépenses publiques plus difficiles à soutenir, etc. Donc, il y a un des deux leviers sur lequel il faut agir. Et donc, si c'est le temps de travail, à court terme, on n'a pas de solution, à mon avis, pour augmenter le temps de travail, l'employabilité très rapidement de tout un tas de personnes qui sont sorties du marché du travail. Et du coup, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui reste comme levier ? Qu'est-ce que vous voyez ? Moi, je pense qu'il reste... moi, j'ai une vision... Excusez-moi, je vais revenir. Je suis d'accord avec vous donc, sur le fait que la productivité, c'est quelque chose qui devrait alarmer considérablement et qui nous met en décrochage par rapport à d'autres pays. Pas de problème. Maintenant, à mon avis, je pense que c'est le système qui sévit depuis quelques années qui est en total échec. C'est-à-dire un système qui, aujourd'hui, est à bout de souffle. Système capitaliste, en clair, ça que vous voulez dire ? C'est une forme de capitalisme, on va dire financiarisé, de libre-échange généralisé, où il est moins question pour des très grandes entreprises d'assurer un patrimoine qui va continuer à fonctionner, etc., que de faire des profits à la nanoseconde qui vont augmenter, quelles que soient après les conséquences sur l'appareil productif. Donc un système plutôt financier, ça. Voilà. Bon. Et je pense qu'en plus de ça, ça a frappé particulièrement la France, parce que la France avait connu, au début des années 2000, vous savez, Serge Tchourouk, je ne sais pas si vous vous rappelez, le patron d'Alcatel, qui disait qu'il fallait des industries sans usine. Je pense que la France a vécu paradoxalement
en moins bonne situation que l'Allemagne, qui était beaucoup basée sur le commerce extérieur, une politique qui, de ce point de vue-là, l'a affaibli. Bon. Donc moi, je crois qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, relancer les carnets de commandes. Je crois notamment, je ne suis pas d'accord avec la vision de moins d'État, je ne suis pas d'accord avec une vision d'un État dont on baisse les recettes. Je serais, par exemple, pour que là, on ait un grand plan pour la bifurcation écologique qui créerait des carnets de commandes, qui créerait de l'emploi et d'augmenter aussi les salaires, de relancer la machine économique. Moi, je suis d'accord que je prône aussi pour plus d'État, notamment dans la politique industrielle. Je pense que ça a été une erreur, le retrait des États européens globalement des politiques industrielles. À mon avis, on conduit très fortement au ralentissement de la productivité qu'on a connu. Le problème, c'est que revenir en arrière, c'est coûteux et difficile. Aujourd'hui, on a très peu de leviers budgétaires en France. Alors, soit on trouve une solution européenne, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce que le problème de la solution européenne, c'est qu'aucun pays est d'accord pour payer pour l'autre. Donc, de toute façon, on est tous dans une logique de retour national qui, finalement, nous bloque. Donc c'est cette solution qui est compliquée, ou alors on dégage des marges budgétaires très rapidement. Et là, le problème, c'est que finalement, le levier le plus simple, le plus rapide, c'est d'aller agir sur les dépenses sociales, et ça crée les problèmes qu'on connaît et les conflits qu'on connaît. Une action récessive. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement craint en ce moment, c'est que ces mesures sur les dépenses publiques entraînent une récession qui va peut-être cette fois, enfin une récession, un impact récessif qui pourrait cette fois-ci nous faire rentrer dans la récession. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on n'est pas dans la récession, contrairement à l'Allemagne l'année dernière notamment, c'est que nous, on a une consommation populaire qui, vaille que vaille, arrive à tenir l'économie. Là, c'est sûr que si on l'éteint totalement... Vous vouliez poursuivre. Je suis d'accord, mais je suis d'accord qu'il y a un pilotage à court terme qui est compliqué. Maintenant, on a aussi une tendance à long terme sur laquelle on ne travaille pas, qui est très négative, très peu positive en tout cas. Et là, on n'agit pas dessus. Donc on va avoir ce fardeau tout le temps. Et par exemple, je vais prendre un exemple simple. La démographie aujourd'hui fait que, et c'est dans les projections du corps, le nombre d'actifs par retraité va passer à 1,4. On est à 1,7, on va aller à 1,4. Ça va être 20% de moins à peu près. 20%, donc il faut que les actifs deviennent 20% plus productifs à minima pour compenser. C'est exactement la projection du corps. 20% de productivité en plus sur 20 ans. Donc tout, si on fait rien, si on reste sur cette tendance, tout ce qu'on va dégager comme productivité, toute l'augmentation de la taille de l'économie va aller dans les transferts vers les retraités. Et donc, c'est un modèle qu'on vend... Donc, il faut lancer la productivité. Absolument. Enfin, mais du coup, comment faire ? Par exemple, je donne un exemple. Là, pour la première fois depuis... Peut-être même, vous êtes plus spécialiste que moi sur les chiffres. Je me demande si ce n'est pas la première fois depuis la Ve République. On est passé en dessous de 10% de part d'industrie dans le PIB au premier trimestre. C'est catastrophique. Là, par exemple, il y a un enjeu qui va bientôt être. C'est ArcelorMittal, c'est la sidérurgie en France. D'accord ? ArcelorMittal dit qu'il ne va pas signer un contrat de décarbonation. Il faut qu'il soit signé d'ici la fin de l'année pour qu'en 2030, il se mette en action pour sauver l'industrie sidérurgique. Oui, en France, mais aussi en Allemagne, hein, c'est la même chose. Oui, mais là, je prends la France. S'il n'y a plus de sidérurgie en France, il n'y a plus d'industrie. Donc là, par exemple, le gouvernement devrait agir pour faire en sorte que, y compris en nationalisant, mais on n'accepte pas des industries. Il faut nationaliser. Rapidement. Moi, je pense pas qu'il faille nationaliser. Je pense que la désindustrialisation, c'est un symptôme, c'est pas la cause. Il y a une raison pour laquelle on désindustrialise. Il y a eu des mauvais choix politiques, ça, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on a maintenant compris, on a changé un peu de diagnostic. Maintenant, les entreprises licencient parce qu'elles n'ont pas de productivité. Elles n'ont pas de productivité parce qu'il n'y a pas assez d'innovation. Oui, mais prenons l'exemple d'ArcelorMittal, c'est aussi un exemple. C'est que Mittal est en train d'ouvrir des usines sidérurgiques dans d'autres pays et que quelque part, ça ne la dérange pas finalement de plus produire la sidérurgie en France. Le seul problème qu'il lui pose, c'est qu'ils ont eu tellement d'aides publiques, 800 millions d'aides publiques ArcelorMittal depuis 2020. Je ne parle pas des aides liées au contrat de décarbonation, que, évidemment, pour l'instant, ils ont, vaille que vaille, continué. Mais moi, je pense que la raison pour laquelle il n'y a pas assez d'industrie dans ce pays, c'est que les mêmes entreprises trouvent plus profitable, grâce au libre-échange, d'aller le faire ailleurs. Or, je termine là-dessus, ce que vient d'ouvrir Donald Trump, c'est-à-dire la guerre commerciale qui vient d'ouvrir, pose la question de la souveraineté industrielle et agricole. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Souveraineté, productivité, c'est ce dont on a parlé avec vous ce soir. Antonin Bergeaud, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau face à Éric Coquerel. Merci Éric Coquerel d'avoir été avec nous dans l'indice et politique sur LCP qui revient la semaine prochaine. Bonne soirée sur la chaîne parlementaire.